Philippe-Joseph Salazar, bonjour. Merci Bonjour. d'avoir accepté la double invitation de la Fondation Jean Jaurès et de Sled.fr, qui sera représentée aujourd'hui par Robin Werner. Vous êtes invité pour Paroles armées, comprendre et combattre la propagande terroriste chez Le Mieux Éditeur, un livre qui a reçu le prix Bristol des Lumières de France Culture il y a cela quelques semaines. En fait, le livre tourne essentiellement autour des 9 enjeux de la puissance argumentative du djihadisme, sur lesquels on va revenir, mais évidemment analyse de façon extrêmement détaillée toute la rhétorique djihadiste. Et il y a un terme important, puisqu'il structure l'ensemble de votre livre, et sur lequel vous êtes extrêmement insistant, c'est celui de califat. Donc pourquoi tenez-vous absolument à parler de califat? Ce qui m'a frappé lorsque j'ai commencé à réfléchir au djihadisme califal, c'est la raison pour laquelle nous ne voulions pas nommer la chose telle que la chose se nomme elle-même. Et en ne voulant pas la nommer telle qu'elle se nomme elle-même, on a eu recours, depuis le début, à toutes sortes de périphrases, d'abréviations, d'acronymes. Je ne veux pas vous les répéter, mais enfin, ça va de Daesh à ISIL, à ISIS, à IE, etc. Peu importe ça. Il y a deux choses ici. C'est qu'en refusant de le nommer tel que cette chose se nomme elle-même, califat, on refuse d'admettre que ce qu'il y a là, c'est un État, un véritable État. Alors, c'est un État qui peut être un État voyou, un État que nous trouvons atroce, cruel, mais enfin il y a la Corée du Nord, il y a d'autres États comme le Kosovo qui ne sont reconnus que par un certain nombre de pays. Donc c'est un État islamique et c'est un califat. Dès le moment où on reconnaît, où on aurait reconnu que c'est un véritable État qui fonctionne, avec une population, des hôpitaux, des routes qui lèvent l'impôt, on aurait vraiment pris mesure du danger que pose cet État. En le réduisant à une organisation terroriste, on a en quelque sorte caché aux populations, et ce sont les populations qui m'intéressent, comme on disait jadis, pas les opinions publiques, les populations, ceux qui vivent en France, en Italie, en Allemagne, la réalité de ce danger. C'est-à-dire nos sociétés démocratiques, nos États démocratiques sont en prise avec un véritable État qui ne nous plaît pas, mais c'est un État. Et voilà l'erreur de donner toutes ces qualifications paniques et affolées. C'est la raison principale. Bonjour Monsieur Salazar. Bonjour. Comme Thierry vient de le rappeler, dans votre livre, vous dégagez plusieurs grands enjeux du discours califal. On peut en détailler certains. On a, pour le côté politique, une primauté de la force sur le dialogue, le retour d'un mal obscène assumé dans le corps politique. On a le volet numérique et esthétique, une sorte de couple diabolique, entre l'efficacité du discours, par-dessus un Occident qui semble avoir perdu toute foi dans la parole, un langage parasitaire, imposé à l'ennemi, imposer son propre rythme, et puis prendre l'Occident au piège de sa fascination pour Internet. On a aussi un volet éthique, la puissance du choix, une supériorité de l'idéal sur le mécanique et le quotidien, et enfin un art de la guerre réelle, physique, contre une guerre, disons, managériale menée à coups de drone. Pour le dire de manière concise, peut-on dire, après avoir rappelé ces éléments, que le califat représente, peut-être à son corps défendant, un rappel à l'ordre, à l'attention de nos démocraties libérales? Vous avez fait un excellent résumé du livre, je dois vous le dire. Merci, ce sont vraiment des têtes de chapitre. Plus que des têtes de chapitre, ce sont vraiment de bonne compréhension de ce que le livre veut dire. Ce qui me frappe, si vous voulez, à analyser Je vous donne des statistiques. Ce matin, je reçois le rapport d'une fondation américaine, la Fondation for Foreign Research Policy. Ils viennent de faire une enquête sur 43 comptes de djihadistes qui ont perpétré des attaques ou qui sont sur le point de le faire. Dans le monde arabe uniquement. Jusqu'à présent, les études ont été plutôt faites sur les Européens. Deux traits caractéristiques. Environ 70%, je ne sais plus du chiffre exact, environ 70% des échanges sur Twitter de ces 43 djihadistes de langue arabe étaient faits d'arguments soutenus. Non pas d'exclamations, d'images brèves, de LOL et de MRD ou tout ce que vous voulez, mais d'argumentation soutenue. Et près de 80% des sujets abordés durant un mois sur ces 43 comptes, ça représente des milliers de tweets, plus de 80% des sujets abordés étaient les problèmes sociaux, économiques,
des problèmes socio-économiques et politiques, non pas des problèmes religieux. C'est-à-dire que, au moins dans le monde arabe, les jeunes djihadistes, ce sont des djihadistes qui ont rejoint le califat, n'est-ce pas, et la plupart d'entre eux ont commis des actes de terreur. Ne les intéresse pas, pour eux la religion c'est donné, mais ce qui importe, c'est la situation politique, économique et sociale des pays où ils vivent. Et ça, c'est une chose qu'on a oblitérée dans les débats publics en France. On n'a pas voulu, et aux États-Unis aussi, en Angleterre, on veut réduire les djihadistes à une sorte de démence religieuse. Non, ce sont des jeunes gens qui sont au premier chef concernés par les questions sociales, économiques et politiques. Et la religion donne, dans ce cas-là, mais ça s'est passé à d'autres époques, donne, si vous voulez, un sentiment de transcendance et de sursaut en quelque sorte. On élève le débat. Mais le fond, c'est un véritable mouvement social qui se développe. Ce dont je me suis rendu compte également, c'est l'extraordinaire camaraderie qui se développe de manière horizontale entre différents djihadistes, au point que, à plusieurs reprises, dans le livre d'ailleurs et ailleurs, j'étais, je pense, le premier à avoir rappelé la notion de Jean-Paul Sartre d'une fraternité terreur. C'est-à-dire que dans l'acte suprême, en quelque sorte, de révolution, il faut qu'entre les agents, qui volontairement, par choix, se portent dans la lutte, qui est une lutte sociale et politique, une fraternité amicale qui les lie entre eux. Alors, il ne faut pas, si vous voulez, éliminer les djihadistes en utilisant uniquement le facteur religieux. C'est comme je vous le dis, dans leur Twitter, ce dernier rapport qui vient juste de sortir, je suis ce matin, abonde dans le sens de mon livre, c'est-à-dire que nous avons là affaire à des gens qui savent parfaitement argumenter sur les situations des pays dans lesquels ils vivent. Je ne sais pas si je répondais à votre question, mais c'est une manière de... C'est un véritable peuple en formation. Et ce que je regrette avec toute l'idéologie de la radicalisation et de la déradicalisation, c'est qu'on enlève, et je parle là des jeunes Européens, on leur enlève une chose qui est fondamentale depuis 1789, c'est la souveraineté de l'individu. Si on commence à expliquer les choix individuels par des mécanismes d'ingénierie biologique, ADN, sociale, on commence à retrancher de la souveraineté de l'individu quelque chose qui est fondamental pour notre démocratie. Voilà pourquoi je dis, ils choisissent, et ils argumentent très bien pourquoi ils ont choisi. Ils ne sont pas tous très intelligents, mais c'est comme partout. Quand on nous dit certains des djihadistes qui se sont fait attraper étaient des petits criminels, pas très fins, mais dans toutes les armées du monde, vous avez le bac-5 et le bac+10. Donc surtout, cette tendance, si vous voulez, à ne plus considérer que l'individu choisit souverainement, volontairement, en tant que pensée libre, que conscience libre, ce qu'elle veut faire. Et c'est cet agrégat qui forme le peuple djihadiste. C'est un véritable populisme. Non pas au sens de populisme d'extrême droite ou de populisme, mais vraiment de populisme volontariste. J'ai trop parlé. Alors, ça nous renvoie justement à un aspect important de votre ouvrage. Donc, il y a bien évidemment une analyse extrêmement précise, très originale la plupart du temps, de ce que sont les actions, les mécanismes d'action du califat, mais que ce soit sur la puissance rhétorique, par exemple, ou que ce soit sur l'usage et la conception du numérique, c'est aussi un ouvrage qui joue en effet miroir par rapport à ce que sont nos sociétés. Sur point par point et de façon plus globale, à un moment donné, quand vous parlez des jeunes générations, vous dites « Mais qu'avons-nous perdu de nous-mêmes pour les perdre ainsi ?» Donc je vous pose la question, qu'avons-nous perdu de nous-mêmes ? Une chose qui m'a frappé, c'est qu'il y a une grande tradition en France, je parle de la France essentiellement dans le livre, il y a une grande tradition de jeunes gens, de jeunes femmes et de jeunes gens qui se portent, qui volent au secours d'idéaux. Une très longue tradition française. Parce que ce que je veux dire par cette phrase, c'est qu'un idéal s'est développé, que nous trouvons révulsif, enfin, mais un idéal s'est développé qui ramène de la transcendance dans la vie politique, qui est le califat djihadiste, l'État islamique, et que nos jeunes gens, nos jeunes femmes, surtout en France, se portent au secours de cet idéal. Alors, nous devrions réfléchir sur les raisons pour lesquelles, disons depuis la Révolution française, depuis que les jeunes paysans illettrés, inalphabètes, ont pris les armes pour défendre la République à Valmy en chantant des choses qu'ils ne comprenaient pas, parce qu'eux étaient littéralement analphabètes. Et pourtant, le pouvoir des idées. Il y a eu cette longue tradition en France,
à la fin du XVIIIe, au XIXe siècle, au XXe siècle. Pensez à la guerre d'Espagne, par exemple, pas de jeunes Français qui volent au secours d'un idéal. Et je me dis, c'est ce qui est en train de se passer de nouveau. Donc la question, c'est qu'avons-nous perdu de nous-mêmes du point de vue du pouvoir de la démocratie, du pouvoir de la souveraineté, du question de souveraineté de l'individu, des idéaux qu'offre une démocratie. Qu'avons-nous perdu pour que ce n'est plus la République, en quelque sorte, qui peut appeler à elle des défenseurs. C'est une chose terrible. Alors, ce que nous avons permis, c'est à d'autres de l'analyser, parce que je ne suis pas spécialiste de sciences politiques, mais je pense que nous avons perdu, c'est le sens de la transcendance en politique, non pas une transcendance seulement religieuse, mais le fait que si on est un individu en démocratie, on appartient également à des collectivités. Et que ces collectivités devraient avoir un pouvoir de transcendance, et clairement, ce n'est plus le cas. Qu'avons-nous perdu? Il se peut que ce soit le langage politique qui se soit à ce point dévalué, que les mots que nous employons en politique de tous les jours ne correspondent plus à une capacité je dirais, populaire de transcendance. Je ne parle pas ici d'élite, je ne parle pas ici de concept philosophique. Ça, c'est une chose c'est ce que je voulais dire par cette phrase. Et puisqu'on vient d'évoquer ce que nous avons perdu en regard de l'État islamique, allons maintenant sur l'offre formulée par le califat. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez rappelé que c'était un véritable État, un État administré, un État qui a du personnel, qui tient un discours sur lui-même. Vous avez rappelé également la valeur de l'autonomie de l'individu, la puissance de son choix quand il arrive, quand il rejoint le Dar al-Islam, les terres du bon musulman, si je puis dire, le musulman pieux. Ouais. Alors en plus, il est basé fondé sur un mouvement social. Alors justement, pour le dire en termes assez européens, quel contrat social propose le califat? Pouvez-vous le détailler? Je vous donne un exemple, je reviens à la rhétorique qui est la base de toute mon analyse. Ce qui est intéressant de voir, c'est que dans nombre de revues, qui sont des revues assez érudites et compliquées, le califat n'offre pas à ses lecteurs Spirou et Tintin. Ça ressemble parfois de la BD, mais lorsqu'on lit ces deux revues qui sont jusqu'en 13 langues maintenant, on voit à quel point elles sont bien structurées et argumentées. Ils n'offrent pas un langage facile. Nous offrons automatiquement ce que les politiques appellent de la pédagogie, qui est la réduction d'arguments complexes, finalement, à des bribes et à des images. Le califat ne fait pas ça. Le califat prend son peuple au sérieux, explique les choses sérieusement. Il y a une chose très intéressante. Le califat n'aime pas Averroès, le grand philosophe arabe. Bon, je dis à la française Averroès. Pourquoi ? Parce qu'Averroès a développé une théorie interprétative du politique qui consiste à dire que selon le niveau social, le niveau d'éducation, il y a des méthodes de persuasion qui fonctionnent différemment. Et dans un texte du califat, mais il y en a d'autres, dans un texte en particulier, il attaque direct contre Averroès. Et le califat, les intellectuels du califat, expliquent que lorsqu'on s'adresse au peuple, tout le monde est persuadé de la même manière, en suivant une certaine méthodologie, une clarté des concepts. Et je trouve ça très intéressant parce qu'un des principes du populisme, du véritable populisme, comme l'a expliqué Ernesto Laclau dans La raison populiste, c'est l'horizontalité. Et le califat a très bien compris, et ça se fonde sur des textes théologico-philosophiques de la grande tradition arabo-musulmane, que ce sont les mêmes méthodes de persuasion qui doivent s'appliquer aussi bien aux élites qu'au peuple, qu'aux gens, disons, normaux. Et ça, c'est une chose que nous n'admettons pas dans nos démocraties. Il est très clair, n'est-ce pas, ceux qui nous gouvernent envers nous à coup de pédagogie. Regardez l'argumentation récente sur différents projets. Plus de pédagogie. Non, c'est pas plus de pédagogie. C'est vraiment cesser de prendre les gens pour des idiots. Et le califat ne prend pas ceux qui le rejoignent pour des idiots. Au contraire, offre une langue sophistiquée, érudite, compliquée, et également a une vision très claire de la manière dont fonctionne la persuasion en politique. Il n'y a pas de hiérarchie de persuasion. C'est très fort. Une dernière question, qui n'est pas d'ambiguïté. Votre livre n'a aucune complaisance par rapport évidemment au djihadisme. Vous êtes aucune, c'est un livre de combat. Tout à fait en posture de combat. Et justement, pour être tout à fait clair, je pense qu'il illustre parfaitement l'axiome sur lequel on ne combat bien que ce que l'on comprend parfaitement. De ce point de vue-là, pour justement passer à quelque chose qui serait de l'ordre de ce combat, quels seraient pour vous je sais qu'il peut y en avoir beaucoup, mais un ou deux éléments clés
de cette contre-offensive que l'on doit bien évidemment mener contre le djihadisme? Je ne vais pas me lancer dans des problèmes de contre-terrorisme et de pas du tout mon domaine, si vous voulez. Encore que je pense que les services spécialisés aux États-Unis, en France, en Angleterre, n'arrêtent pas de commettre des bévues. La dernière est par le FBI aux États-Unis, où on utilise une marionnette en bois pour expliquer aux jeunes gens, mais quels jeunes gens vont aller sur le site du FBI, je vous le demande un peu, n'est-ce pas? Une marionnette en bois, ne devenez pas des marionnettes. On vous montre une marionnette en bois, une sorte de Pinocchio. C'est dérisoire. C'est dérisoire parce que le califat, lui, a cette énorme bibliothèque qu'il s'est constituée. Une chose dont on ne se rend pas compte, c'est que les milliers de vidéos, de documentaires sont de véritables films, ce sont des prêches, c'est, disons, du catéchisme, c'est de l'instruction politique. Il y a un texte formidable sur l'histoire du christianisme, il y a une vidéo formidable sur l'histoire du christianisme. Si on enlève le début à la fin, c'est une vidéo qu'on peut montrer partout, une sorte de vision rationaliste du christianisme. Bon, on enlève le début et la fin, peu importe. C'est une énorme médiathèque que s'est constituée le califat, est une médiathèque persuasive, argumentative. Que le califat disparaisse demain tel qu'il est à l'heure actuelle, cette bibliothèque Internet va rester. Et on ne s'en rend pas compte. C'est-à-dire qu'une manière de contrebattre le califat, c'est de demander à tous ces esprits très sophistiqués qui sont à Silicon Valley, etc., comment peut-on gommer, effacer, éradiquer cette bibliothèque? Parce que le calife actuel disparaît demain, quelqu'un d'autre viendra évidemment, mais toutes les armes de persuasion, l'armement culturel, lui, va rester. Et c'est ça le monstre d'Internet. On a pensé, n'est-ce pas, qu'Internet était un système de convivialité, d'amitié instantanée. On ne s'est jamais posé la question du fait, encore un concept sartrien, qu'un ustensile est amorphe. Mais c'est un ustensile. Et l'ustensile devient un ustensile révolutionnaire ou politique quand on y injecte à la fois du volontarisme et des concepts. Et c'est ce qu'a fait le califat. Imaginez ce qu'aurait été l'URSS ou le marxisme international avec Internet. Je ne pense pas que la guerre froide ou chaude ne se serait jamais terminée. Philippe Joseph Salazar, merci. C'est moi qui vous remercie.